votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Triste semaine pour le galop français, on ne peut malheureusement pas dire les choses autrement, car il fallait s'y attendre. Suite à une plainte déposée pour viol au commissariat de Cagnes-sur-Mer en février dernier, Pierre-Charles Boudot s'est présenté lundi à une convocation de la gendarmerie de Chantilly. Sa garde à vue lui a alors été signifiée. Le jockey Pierre Bazire, présent lui aussi à Cagnes-sur-Mer au moment de la commission des faits et locataire de l'appartement où ceci se serait déroulé, a également été mis en examen dans le même temps. Mais Bazire n'a pas été invité à se présenter librement comme son illustre collègue. Les gendarmes sont allés le chercher sur son lieu de travail, à savoir l'écurie de Fabrice Vermeulen à Chantilly. La plaignante, du reste, était elle aussi salariée de cette écurie. Elle est âgée de 25 ans. La garde à vue a été prolongée la journée du mardi. Durant celle-ci a notamment été entendu Jérémy Parra, qui aurait agi afin que la jeune femme, victime de violences sexuelles, retire sa plainte. Une confrontation a ensuite eu lieu l'après-midi entre la victime et son agresseur supposé. Mercredi, Pierre-Charles Boudot a été mis en examen pour les faits de viol et placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de subornation de témoin. La gravité des faits qui lui sont reprochés, même s'il les nie farouchement pour reprendre les propos de son avocate, aurait pu l'amener dans un lieu de détention. Au lieu de quoi, et en attendant un éventuel procès en correctionnel ou aux assises, selon la qualification définitive qui sera donnée aux faits qui lui sont reprochés, il lui a été demandé un cautionnement de 50 000 euros. De même, il lui a été signifié de ne pas rester dans le département de l'Oise où il vit. Pierre Bazire a également été mis en examen pour le chef de non-dénonciation de crime et placé sous le statut de témoin assisté pour le chef de non-empêchement de crime. Les deux personnages ont été placés sous contrôle judiciaire. En outre, une information judiciaire contre X a été ouverte pour les chefs de menaces ou d'actes d'intimidation visant la victime d'un crime. Sur ce dernier volet, il faut savoir que des pressions ont été exercées sur la victime afin qu'elle retire sa plainte, ce qu'elle a fait finalement, apparemment, avec la promesse d'un juteux dédommagement financier. En termes d'enquête, les gendarmes disposeraient d'écoute et d'enregistrements qui laissent entendre que de nouveaux développements et sans doute de nouvelles mises en examen pourraient intervenir dans cette ténébreuse affaire. Déjà placé sous le statut de témoin assisté dans une autre affaire de viol datant de 2015, Pierre-Charles Boudot voit donc sa carrière stoppée net. France Gallo a en effet retrouvé le fameux article 216 de son code dans un premier temps afin de surseoir aux montes pour lequel Boudot était engagé. Pour Bazire, l'affaire étant entendue, il n'avait pas d'engagement. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les commissaires de France Gallo sont en conciliabule afin de déterminer les suites, à savoir combien de temps on interdira ou pas, à les savoir, puisque les deux personnages sont présumés innocents, à ces deux mises en examen de monter en compétition publique. Inutile de vous dire qu'à France Gallo, c'est panique à bord, panique quand la société mère annonce se porter civile dès le mardi en fin de journée, alors même que Boudot est encore en garde à vue et que le dossier Boudot n'existe pas encore. Panique dans les changements de montre, où l'on a attendu la dernière minute lundi pour remplacer Boudot par un apprenti et Bazire par Stéphane Pasquier, qui a finalement gagné après de 20 contre 1. Panique aussi le lendemain, où Boudot est toujours en garde à vue et où on le remplace par Stéphane Pasquier, encore lui, et libre, puisque cette fois, il était associé dans la même course, la course du Quintet Plus, à un cheval non partant. Panique enfin, suite au tsunami médiatique qui a submergé France Gallo et le sport hippique dans son entier. Bonsoir Thierry Villary. Bonsoir. Alors Thierry Villary, vous êtes grand reporter à France Télévisions, vous investiguez sur les dérives du sport et lorsque je parlais de tsunami médiatique, vous êtes quand même pris une sacrée salve sur les réseaux sociaux puisque vous travaillez à France 2 pour l'émission Stade 2 notamment, et l'on vous a reproché d'en faire des tonnes sur l'affaire Boudot et de ne jamais parler de ce qui fait la beauté du sport hippique, les Arcs de Triomphe, les grands steeplechase de Paris, les prix d'Amérique. Comment vivez-vous ces insultes, parce que les personnes qui s'en sont pris à vous n'ont pas toujours été clémentes? Moi, je les vis très. Ça ne me pose aucun problème. J'estime qu'en tant que journaliste qui, de temps en temps, sort des enquêtes et des infos exclusives, on doit s'attendre à parfois recevoir des compliments et aussi bien être critiqué, être mis en cause, parfois de manière justifiée ou avec les formes, et parfois avec moins de formes. Il y a une constante, puisqu'on parle de cet aspect,
c'est que, si vous voulez, on reproche généralement aux journalistes, on le place en position de bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est celui qui amène l'information, qui amène la nouvelle, qui est le responsable, voire le coupable. Voilà, Mhm. c'est un peu pratique pour se défausser, mais je suis assez habitué. Et vous savez, c'est pas seulement cette affaire, mais j'ai enquêté sur les moteurs cachés dans les vélos, j'ai enquêté sur des problèmes de dopage dans le rugby, par exemple. À chaque fois, on trouve qu'il n'est pas légitime que j'intervienne dans ce domaine parce que je ne couvre pas le rugby, parce que je n'étais pas sur le dernier Tour de France, etc. Voilà. Donc, mais ceci dit, il se trouve par hasard, et ça n'est peut-être pas si fréquent, que bien qu'étant journaliste à France Télévisions, depuis mon plus jeune âge, dans les clubs de mon père, je suis un petit turfiste Mhm. et que Et j'adore les courses. ah ben, on va en parler de cet aspect qui fait que vous n'êtes pas exactement un néophyte en matière de course hippique. Qu'est-ce qui a fait, parce que vous ne vous êtes pas intéressé à l'affaire Boudot depuis lundi, ça fait quelques longues semaines que vous enquêtez, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu à vous intéresser au personnage? J'ai été en contact, pour être tout à fait clair, il y a maintenant plusieurs mois, presque un an, avec la première plaignante Mhm. qui m'a raconté son histoire. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire que Pierre-Charles Boudot est coupable et tout, etc. C'est pas du tout mon propos, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Il y a des faits qui se déroulent, j'en rends compte, j'en ai rendu compte sur Twitter, et j'ai annoncé en premier sa garde à vue. Bon, mais ce qu'elle m'a raconté m'a paru, sans dire que c'est la vérité, m'a paru crédible. Parce qu'elle n'avait aucun intérêt à déposer plainte. Ce n'est pas une histoire d'argent. Je rappelle que pour tous ceux dans le milieu des courses qui répètent de manière un peu bête, je l'ai encore entendu cette semaine avec un photographe d'une célèbre agence de presse hippique qui disait que c'était une histoire de pognon, entre guillemets. Je rappelle qu'à partir du moment où une affaire, une plainte est déposée et instruite, si quelqu'un propose de l'argent, c'est un délit. Donc, on ne peut pas enlever une plainte de soi-même. C'est le parquet, ce sont les enquêteurs qui décident des suites à donner à une plainte. Voilà. Donc, j'ai trouvé d'abord sur cette première plaignante que c'était, il y avait quand même beaucoup de précisions, de circonstances. Et puis, il y avait des faits déjà un petit peu troublants, comme par exemple une personne qui a fait une fausse déclaration sous Mhm. attestation et puis qui est revenu sur cette déclaration. Cette personne-là, dans cette première affaire, je l'ai eue cette semaine au téléphone. Elle m'a dit effectivement qu'elle ne se souvenait plus, que dans l'euphorie, elle avait raconté des choses dont elle n'était pas sûre, qu'elle n'était même pas sûre qu'elle était à la soirée, alors qu'elle dit qu'elle a vu, par exemple, Pierre-Charles Boudot et la première plaignante à la soirée. Voilà. Donc déjà, il y a cette première ambiance. Et puis, quand je suis au courant assez rapidement des autres faits du mois de février à Cagnes, et je suis entré en contact par plusieurs personnes assez rapidement avec la deuxième plaignante. Vous voyez, je ne parle même pas de victime présumée, je parle de plaignante. Pour le moment, Eh ce sont les bien, plaignantes. encore une fois, il y a eu des faits assez précis, assez circonstanciés. Et là, comme la plainte a été déposée assez rapidement après les faits allégués, bah, il y a des prélèvements capillaires, etc., gynécologiques, urinaires, sanguins, tout ça, ce sont des éléments. Il y a des traces aussi, une photo avec des traces corporelles Mhm. qui existent. Voilà, il y a plein de choses comme ça et ça a été instruit assez rapidement. Et puis, on a vu apparaître assez rapidement aussi, vous l'avez évoqué dans votre rappel des faits très précis et très justes, je tiens à le souligner, il y a aussi des pressions qui s'exercent assez rapidement sur différents acteurs du dossier, un peu comme dans le premier dossier. Tout ça ne fait pas une vérité ni une condamnation, mais tout ça fait une histoire avec des faits qui se ressemblent, qui sont cohérents, de la drague insistante dans une soirée arrosée avec des produits qui circulent, etc. etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à cette affaire par un réseau de contacts que j'ai et qui m'ont dit tiens, il y a une histoire dans le milieu des courses hippiques qui est assez hors norme et qui pourrait mettre en cause le premier jockey français. Donc, j'ai fait mon travail. Hein. Vous savez, avant de sortir une affaire, j'ai connaissance d'au moins 10 histoires, dont certaines ne sont pas vérifiées, pas vérifiables, etc. Certaines sont vérifiées, mais on manque de témoignages. Et puis sur ces 10 histoires, il y en a une qui sort dans différents domaines, puis d'autres qui vont peut-être sortir plus tard. Donc on travaille sur pas mal de dossiers en même temps, et qui généralement mettent assez longtemps à sortir, puisque nous, dans le cadre des enquêtes à stade 2,
notre règle, c'est d'essayer de donner des infos qu'on ne connaît pas, montrer des choses qu'on n'a pas vues. Voilà. Alors justement, dans Stade de dimanche, parce que ça nous brûle les lèvres, qu'est-ce qu'on verra? Les témoignages des deux victimes, en exclusivité, qui ne se sont jamais exprimées toutes les deux à la télé, notamment de la deuxième victime, parce que je sais que j'ai beaucoup de confrères qui font leur travail et qui ont essayé de la contacter. Et puis aussi des éléments de l'enquête qui laissent très clairement qu'effectivement, il y a eu des personnes qui se sont dévouées pour essayer, on va dire, d'arrondir les angles ou, entre guillemets, d'arranger l'affaire, on pourrait même dire de l'étouffer, ou en tout cas de la minorer. Et des choses qui peuvent ressembler à des pressions sur cette jeune femme qui avait déposé plainte. Ce qui crée une ambiance quand même un petit peu particulière dans ce milieu des courses, même si évidemment, ce n'est pas comme ça dans toutes les écuries, chez tous les entraîneurs, etc. Il y a évidemment des gens très bien et une grande majorité, fort heureusement. Mais tout ça dépeint chez quelques-uns des manières un petit peu particulières d'appréhender une affaire de viol où il semblerait que la priorité ne soit pas la sécurité de la personne qui se plaint d'un fait quand même assez grave qui est un crime, mais de savoir plutôt comment on va arranger ça. Est-ce que vous mettez en cause la société organisatrice des courses de galop en France? On ne la met pas en cause, elle va s'exprimer juste derrière le petit débrief qu'on a. Édouard de Rothschild, le président de France Gallo, va s'exprimer. Je l'ai rencontré cette semaine. J'ai annoncé d'ailleurs que France Gallo se constituait partie civile parce qu'il nous l'a annoncé lors de l'interview que nous avons réalisée. Bon, il est clair que c'est un changement de pied à 180 degrés pour France Gallo, puisque se constituer partie civile, c'est-à-dire estimer qu'on subit un préjudice du fait de cette affaire. Et on vient sur un peu comme le ferait un conseil de l'ordre des médecins pour un chirurgien c'est exactement de la même manière. C'est qui fait un chirurgien délicat, par exemple, etc. Voilà. Et que donc on vient sur le banc des parties civiles aux côtés des victimes et qu'on va pouvoir demander des actes de procédure, se renseigner et aussi avoir accès au dossier pour, vous le soulignez tout à l'heure, estimer une éventuelle durée de suspension des licences des personnes mises en cause. Plus généralement, je crois que les victimes potentielles, les plaignantes et leur entourage ont accueilli de manière très positive l'annonce de la constitution de partie civile de France Gallo, parce que jusque-là, il faut bien reconnaître qu'elle n'avait eu que peu ou pas de nouvelles, et pas de nouvelles de France Gallo de sa propre initiative dans le cadre de ses affaires. Il y a la première plaignante a rencontré Édouard de Rothschild à l'époque, mais c'est elle qui a fait la démarche. Pour le reste, je dois dire que sur la deuxième affaire, alors que tout le monde était au courant, c'était sur la place publique, ça bruissait dans les écuries, vous le savez comme moi. Vous savez très bien comment ça se passe dans un milieu, c'est pas spécifique au milieu des courses, c'est dans des milieux. Pas que dans les écuries, puisqu'il y a eu deux ou trois articles, le Figaro, Libération, le Journal de Saône-et-Loire. Exactement. Exactement. Et France Gallo ne s'est pas manifesté. Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas de poste, il n'y a pas un personnage ou un responsable qui serait à même en matière d'éthique de s'intéresser à des problématiques telles que celle-ci, ce qui est fort dommage parce que moi je peux vous dire que pour avoir été au contact très régulièrement avec les plaignantes et notamment la deuxième au quotidien, je peux vous le révéler depuis les faits. Il y a eu quand même, on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup insulté, on l'a beaucoup traité de vous voyez ce que je veux dire, et c'est quelqu'un qui était quand même en position quand même de faiblesse, que les faits soient avérés ou pas, en position de faiblesse, extrêmement stressé et entouré de nombreuses personnes qui étaient quand même assez malveillantes à son égard, ça je tiens à le dire. Et je pense que France Gallo, à mon sens, serait quand même bien inspiré de créer un poste
de quelqu'un de responsable de l'éthique qui pourrait prendre la tâche avec des plaignantes, des potentielles victimes, dans ces cas-là. Voilà. Parce que là, franchement, il y a très très peu de personnes qui étaient autour d'elle pour la soutenir à distance. Je dois dire qu'il y a un soir où j'ai eu un peu peur que le pire puisse arriver, quoi. Parce que quand vous traversez des événements comme ça, il y a beaucoup de hauts et de bas. Pour Il y parler a beaucoup de bas, de surtout. Je parle de la deuxième plaignante. comment, Thierry Villardi, peut-on concilier la présomption d'innocence et l'exercice d'une profession publique? Vous parlez de moi? Non, je parle de Pierre-Charles Boudot. Comment, lorsqu'on a 2 plaintes pour viol, qu'on est toujours présumé innocent, qu'on a été d'un côté, on a une plainte pour viol pour la deuxième affaire et qu'on est témoin assisté dans une première affaire, comment on peut continuer à exercer son métier devant le grand public? C'est très compliqué. Bien sûr. C'est très Ce qui arrive à compliqué. Pierre-Charles Boudot, c'est arrivé déjà auparavant à des footballeurs. Voilà. On pense à eux, c'est pas un cas isolé. Alors, comment ça se passe dans les autres sports? Ça dépend aussi des faits qui sont reprochés, je pense, d'une part, des éléments du dossier, des éléments des dossiers. Hein, il peut y avoir, ça peut être juste des allégations verbales. Dans ce cas-là, c'est facile d'accuser quelqu'un et de le faire suspendre de ses fonctions, qu'elles soient ministérielles, sportives ou autres. Après, quand il y a des éléments qui semblent un peu plus solides, et puis quand il y a des faits de justice, parce qu'une mise en examen signifie qu'il y a des indices graves et concordants vous mettant en cause, pas simplement des allégations verbales. D'ailleurs, c'est très clair, dans la première affaire, Pierre-Charles Boudot a le statut de témoin assisté, qui est juste quelqu'un qui est inquiété par des faits mais qui ne sont pas assez solides pour aller jusqu'à la mise en examen. Dans la deuxième affaire, il a le statut de mis en examen parce que le juge d'instruction, le parquet a requis, le juge d'instruction ainsi que le juge de liberté estiment que les faits sont suffisamment graves et concordants pour qu'il soit mis en examen et qu'il soit sous contrôle judiciaire. Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit placé en détention provisoire, mais comme il y a eu beaucoup d'auditions et que les enquêteurs ont fourni un travail assez impressionnant dans un temps assez bref, très bref même, eh bien, en fait, les juges d'instruction et des libertés ont estimé que les personnes avaient été entendues, que les faits de pression sur témoins et sur les personnes du dossier avaient été mis au jour et que les personnes avaient été confrontées, et que donc il n'y avait plus de risque de pression de nouveau. Voilà. Et c'est pour ça, essentiellement, qu'il n'a pas été placé en détention provisoire. Et tout cela, on le verra sur France 2 dans l'émission Stade de dimanche. On ne verra pas tout parce que Oui, le dossier est déjà important, mais je pense qu'il faut qu'on raconte l'histoire. Alors malheureusement, j'ai contacté, et je suis encore en train de contacter, hein, je suis assez transparent et c'est tout à fait son droit, l'avocate de Pierre-Charles Boudot qui, je pense, ne souhaite pas donner suite à mes demandes, mais elle a encore un petit peu de temps elle a encore 24 heures pour pouvoir s'exprimer. Donc, on s'en tiendra à des communiqués. Et si vous voulez une petite info qui est tombée il n'y a pas longtemps, j'étais en contact il y a vraiment pas très longtemps avant que vous m'appeliez avec Jérémy Parra, donc le manager de l'écurie Fabrice Vermeulen, où était employée la seconde plaignante, et qui m'annonce que lui, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais qui m'annonce que l'écurie a déposé plainte. D'accord. Une plainte pourquoi. On a lu aussi, ici et là, peut-être êtes-vous, que Pierre-Charles Boudot aurait aussi déposé plainte. Oui, pour dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Bon, c'est de bonne guerre. Après, vous savez, là, maintenant, on va rentrer dans la phase des avocats pénalistes et dans le domaine du code de procédure pénale, où chacun va chercher des éléments de procédure pour les tirer à son avantage, ce qui est le fonctionnement normal du droit français, tout à fait normal. Je ne connais pas encore l'objet de la plainte de Jérémy Parra que j'ai contacté pour qu'il, je vous en laisse la surprise, mais pour qu'il essaie de me donner des explications sur certains faits et un éventuel rôle qu'il aurait joué dans cette affaire.
Puisque je Tout rappelle cela. qu'il y a aussi du statut de témoin assisté pour subornation de témoins, c'est-à-dire pression qu'il y aurait eu sur des personnes du dossier. D'accord. Voilà. Donc tout cela sur Stade 2 avec vous, Thierry Villardi. Dites-moi, Thierry, vous nous disiez en préambule que vous étiez joueur à vos heures, mais vous m'aviez dit aussi, parce qu'on a préparé cette intervention, que peut-être moins aujourd'hui qu'hier, parce que la manière dont on jouait aujourd'hui aux courses, c'était pas celle qui vous allait. Ouais, bon alors là Je parle au turfiste là. Je vais faire un peu mon vieux schnock, mais je suis toujours. Les courses, c'est une de mes passions. Je pense que je veux pas dire que j'allume mon appli PMU tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Parce que même quand je ne joue pas, j'aime bien voir un peu les partants. Des fois, je regarde une course. J'adore regarder les courses de groupe, évidemment, les grands événements. Je vais vous dire, en plus, et je pense que je suis comme des millions ou des centaines de milliers de passionnés. Il m'arrive régulièrement sur les réseaux de re-regarder des courses mythiques. Et ce matin encore, j'ai regardé les Arcs de Triomphe de Trèves, qui pour moi sont, en tout cas celle de celui de 2013 est sans doute une des plus belles courses des 10 ou 15 dernières années, quoi. En tout cas pour moi, à mon petit niveau, avec mes quelques connaissances. Et c'est vrai que je joue maintenant de manière un peu électronique et j'ai moins plaisir, et vivant en région parisienne, à me rendre dans des PMU parce que je trouve que c'est beaucoup moins convivial qu'il y a quelques années. Alors, dans certains PMU de province, on retrouve ça. On peut retrouver cette ambiance, oui. On retrouve cette ambiance où on s'assoit à table. Moi, ce que j'aime, c'est avoir mon journal, mon Paris Turf ou autre, et arriver, ne connaître personne, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois, ne connaître personne, prendre un café, un demi ou autre, et puis regarder, avoir quelqu'un qui est à côté, un monsieur ou une dame, ça m'est arrivé avec des dames, qui regardent aussi, et puis on commence à échanger quelques tuyaux, on parle un peu, et puis après ça peut dériver vers plein d'autres choses, plein d'autres sujets de discussion, et ça je trouve ça formidable, et c'est ça l'ambiance des courses, c'est ça ce que j'ai connu, les copains, les grandes gueules, on s'échange des trucs, on parle de sa passion, on échange sur sa passion pendant un petit moment, le temps de boire un coup, de prendre un café et de jouer 10 ou 20 euros, quoi. Voilà, moi je fais partie de ceux qui payent l'avoine, hein, voilà. Mais on aime participer à ça, on aime échanger, c'est un lieu d'échange. Je trouve que dans les grandes villes et à Paris, ça se perd. Il y a les automates, il y a les PMU qui ont souvent été rachetés par des personnes qui ne créent plus vraiment le lien que créait le patron de bistrot auparavant. C'est beau, on sent bien qu'il y a beaucoup plus un intérêt financier qu'un intérêt de relations sociales. Je trouve que ça se perd un peu et c'est dommage. Et je pense que c'est dommage que les courses deviennent peut-être réservées à des spécialistes et on a l'impression qu'elles ont de plus en plus de mal à s'ouvrir au grand public, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Thierry Villardi. On regardera avec attention Stade de dimanche. Et puis, plaisir peut-être de vous croiser sur un hippodrome parisien à partir du 19 mai. Parce que là, pour le coup, on n'aura pas besoin d'accréditation. On pourrait venir. On va retrouver notre public. Exactement. Merci à vous. Merci d'avoir accordé votre temps à Radio Balance. Merci Thierry Villardi. Au revoir. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, écoutez, nous laissons Stade 2 pour parler de trop avant d'aller retrouver dans quelques minutes Cédric Philippe et Thibaut Ackermann et notre invité Alexandre Roussel. En attendant, nous allons parler trop, parce qu'il y a du trop samedi à Vincennes. J'ai plaisir à accueillir Buzzman, l'homme qui fait le buzz sur Internet, Jérémy Lévy, Gigi Turf. Ça marche pour vous, Jérémy, hein? Ouais. Il n'y a que des gagnants. Et vous avez du monde, hein? Ouais, effectivement. Vous avez du monde, bravo. Voilà. Et bonsoir puis, avec nous, Thomas Arnaud de The Turf. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'était la semaine dernière. Grand coup de froid à Vincennes avec la victoire de Davidson Dupont, avec un Dorgos de Guest qui était écrasé d'argent.
écrasé d'argent. Rappelons-le, il était plus joué sur Internet, où on avait placé près de 270 000 sur ses chances, que sur le dur. Il y avait 1,20 à la cote, et c'est Davidson à 7 ou à 8 qui s'impose. Et très franchement, lorsque l'on voit Jean-Michel Bazir se retourner 15 fois dans le parcours pour savoir où est Davidson, on se demande ce qui se passe. Ça laisse perplexe. Je suis sans voix, ça rappelle peut-être pour certains, alors que moi j'y étais à Laval, Kalina et à un degré moindre, Cruzo et Danama. Là, on est quand même dans le haut niveau, on est dans le prix Kerjak, c'est une course de groupe, une course qui prépare éventuellement au René Ballière du mois de juin. On retrouve Davidson et on perd Dorgos, qui est quand même le meilleur hongre d'Europe. Est-ce qu'il faut y voir malice, Jérémy Lévy? Bah écoutez, j'ai regardé la course plusieurs fois pour me faire mon propre avis. Déjà, je pense que Dorgo, c'est pas le meilleur ombre d'Europe, je pense que c'est Clean Game. Et d'autre Ah bah j'avais part, oublié celui-là. parce qu'il est sur la touche. Et d'autre part, moi j'essaie de pas voir le mal partout. Effectivement, Dorgos de Gaz a été, nous qui suivons les courses, on peut le dire, il a été mené très différemment des fois précédentes. À contre-nature? Ah ouais, totalement contre nature. C'est un cheval qui a montré qu'il avait 700-800 mètres très très vite et très acéré. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir me disait il penche vraiment beaucoup à droite quand il est fatigué et il le faisait plus trop ces derniers temps en fin de parcours parce qu'il le préservait beaucoup plus durant le parcours justement. Et on a pu voir là que voilà, avec une jument de la qualité de Chicajou sur les côtes, il en a manqué pour finir. Après, c'est Davidson qui gagne. Je faisais partie de ceux qui disaient qu'il n'avait pas si mal couru que ça dans le Prix de l'Atlantique. C'est vrai. Un parcours très moyen. Et je le reprenais volontiers. Maintenant, je ne le voyais pas battre Dorgos, c'est sûr. Maintenant, Dorgos a été mené contre nature. Alors, est-ce que c'était volontaire de la part de Jean-Michel Bazir? Est-ce qu'il voulait aller devant et faire le jeu de Davidson? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais dire que l'arrivée est bizarre avec ce déroulement de course-là, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que c'était possible que Dorgos dégèle si jamais il était devant et qui compte tout le monde. Je faisais partie de ceux qui le voyaient gagner et a fortiori être dans les trois et dire que les matelassiers avaient bien placé leur argent. Maintenant, en voyant le déroulement de la course et les circonstances, ça ne m'étonne pas forcément non plus énormément que je tombe pas des nues en voyant Dorgos s'arrêter. Thomas Arnaud. Oui, j'ai entendu ce qu'a dit Jérémy et je partage dans la grande majorité les propos de Jérémy, ce qui, voilà, comme tu l'as dit en prise d'antenne, ce qui pose problème, c'est que durant le parcours, dès la volte, Jean-Michel Bazir regarde Davidson Dupont dès la volte. Alors on se dit, moi le premier, quand j'ai vu sur le live, je me suis dit, et regarde si Davidson part au trot, puisqu'on savait qu'il avait tendance à actuellement faire quelques petites bêtises au moment de la volte ou à se montrer tendu. Mais après, dans le parcours, tout le parcours, il se retourne. Et même une fois qu'il est battu dans la ligne droite, on voit Jean-Michel Bazir se retourner vers l'écran pour voir l'arrivée. Donc, c'est ça, c'est vrai qui peut poser problème. Après, Davidson Dupont, c'est quand même le deuxième du. Ah, c'est le numéro 2, bien sûr. C'est derrière FaceTime Bourbon, ça reste Davidson Dupont. Sa course à Anguin, ça faisait un moment qu'il n'avait pas couru, donc il court quand même honorablement. Ça l'a bien ouvert pour Saint-La. Faut quand même noter la drive exceptionnelle de Nicolas Bazir. Parce que il a mené un rêve, tout simplement. Après, c'est sûr que la performance de Dorgos de Guez, elle pose un petit peu, elle pose problème. Après, peut-être que le cheval était malade, je sais pas, j'ai pas lu la semaine de Jean-Michel Bazir dans ta lecture, donc savoir. C'est simple, il dit je l'ai mal drivé. Il dit Jean-Michel dit je l'ai mal drivé. Et il faut qu'on se contente de ça. Il n'a pas dit le cheval, les analyses sont mauvaises. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? C'est ça qu'il faut savoir en réalité. Et on peut poser le problème à l'envers. Est-ce que Dorgos de Guez est meilleur que Davidson Dupont? La réponse, elle est non. Donc, de ce point de vue-là, l'arrivée, elle n'a rien de surprenant, même si, je le répète, je faisais partie des gens qui voyaient Dorgos se promener. C'est sûr que mené comme ça, il avait aucune chance de gagner. Et est-ce que Davidson est moins bon que Dorgos? Pas du tout. Donc, voilà. Comment faire pour que dans des courses comme ça, on a peu de partants, je crois qu'ils étaient 10,
hein, où on a quand même les deux meilleurs chevaux qui dépendent du même entraînement, on n'est pas on n'est pas ces soupçons relatifs à la probité de la course que l'on vient de voir. Parce que là, c'est de ça qu'on parle. On a l'impression. Ah, c'est ça. S'il avait été voilà. dans les trois, à la limite, il y aurait eu beaucoup moins de bruit. Le fait qu'il soit vraiment hors des trois, c'est vraiment dommageable pour les gens qui ont mis beaucoup d'argent placé dessus. Ouais, c'est difficile. Est-ce qu'il existe Comme une dans- solution? Bah non. Là, je- À part entraîner des machines, je pense qu'il n'existe Mhm. pas de solution. On a tout le temps vu ça dans les courses, on le verra tout le temps. Et ça ne concernera pas forcément que les chevaux de Jean-Michel Bazir. Donc, ouais, ça arrive. Hein. Et des chevaux qui sont dans un jour sans, même si je pense que Dorgos l'était pas forcément. Il a avalé la trompette, voilà, c'est comme ça. C'est dommage, mais on en verra d'autres. Et il Il n'y a a pas de avalé la solution trompette. à ça. Il a avalé la trompette. Et Jean-Michel Bazir sera sans doute le favori du Z5 de ce samedi, le prix Jean Gabin, 16 au départ. Alors, c'est parce que c'est Bazir qu'on va en faire notre favori. Mais je veux dire, les dernières courses ne plaident pas en sa faveur. Express du Gers, le numéro 4, quand vous voyez sa musique récente, ça ne retire pas l'argent de la poche, Jérémy. Ouais, c'est vrai, mais on sait que c'est un cheval un peu froid, qui a besoin de toutes les conditions sine qua non pour qu'il se comporte bien. Il a besoin d'un bonnet fermé, il a besoin d'être très secoué. C'est le vrai cheval pour Jean-Michel Bazir. Et on peut penser que c'est la course visée. Donc voilà, c'est logique on connaît son potentiel. Il a été longtemps absent. On a revu quelques bribes de son potentiel cet hiver. Il est capable de gagner une course comme ça. Après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Mais ici, en tête, avec une course qui est, à mon avis, visée de longue date, avec Jean-Michel Bazir qui va le secouer, il a un record sur le parcours qui avoisine les 13,5, peut-être même un peu moins. Donc, avant le coup, il est incontournable. Thomas. Ouais, clairement. Et puis, Jean-Michel Bazir a quand même apporté une précision de la plus haute importance, je pense, dans les colonnes de Paris Turf, c'est qu'il va le munir d'œillères Hier pour fermé. le motiver. Voilà. Mhm. Donc, je pense qu'Express du Gers va être à son travail demain. Je pense, comme l'a dit Jérémy, que c'est la course visée, donc il a dû lui secouer les puces au travail. Et demain, on va voir le vrai Express du Gers. Et logiquement, il devrait, oui, allez, je vais m'avancer, il ne devrait pas être battu dans ce lot-là, à 25 mètres devant. L'opposition, je pense qu'elle est largement dans ses cordes. Allez-y avec votre pronostic. Allez-y avec votre pronostic, Alors, Thomas. ça sera Express du Gers, le numéro 4. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Carnaval du Vivier, sa dernière fin de course, c'était dimanche justement, donc je le place en deuxième position. Dacia, le numéro 14, qui retrouve Yann Le Bourgeois à son sulky, et je pense qu'il faut la reprendre impérativement, donc c'est le numéro 14. Attention au numéro 7, Eclipse d'Orient, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes et qui est très bien engagé. Pareil, ça doit être une course visée par Yarmo Niskanen, et qui, à l'âge de 7 ans, sera déféré des 4 pour la première fois. Et ma petite trouvaille de la course, je pense qu'on va avoir 30-40 contre 1. C'est Calino Penem, le numéro 6. À 9 ans, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un ancien élève de Pascal Manceau qui vient d'intégrer les box de Laurent-Claude Abrivard. On a vu que ça marchait bien. On l'a vu sur... Brillant Madrid. Moi, Jérém. Voilà, Brillant Madrid, merci. Et encore récemment, dans un Z5 événement où un cheval de Pascal Manceau est passé dans les box de Laurent-Claude Abrivard, il s'est classé deuxième. Donc là, Calino Penem, déféré des 4 pieds première fois à 9 ans, l'engagement très bon au premier poteau. Il peut y avoir 30-40 contre 1 et je ne serais absolument pas étonné qu'il intègre la combinaison gagnante du Z5. Voilà pour mes 5 chevaux. Votre pronostic, Jérémy. Alors moi, le 4 Express du Gers, pour toutes les raisons évoquées précédemment, le 11 Diva du Granit, le 13 Carnaval du Vivier, le 6 Calino Penem. Thomas a tout dit, je pense que c'est un très bon outsider. Le 14 Dacia, le 9 Express de Liton, et puis le 16 Conchitana Genilou. Ben voilà qui est dit. Je vous laisse la main, Jérémy. On passe en revue les 8 autres courses de ce programme de Vincennes. Voilà, on va un peu nous taxer d'aller avec les chevaux en vue, mais tous les samedis. D'abord, c'est simple. Est-ce que c'est une réunion de favoris? On va pas se voiler la face. Ouais, voilà, il y a une réunion assez caisse, une réunion à report, comme le disent souvent les gens. Il y a souvent des choix à faire, mais des choix qui s'imposent. J'aime beaucoup le 105 Astronaute et le 107 Andy Bourbon dans le prix de Fécamp. C'est les chevaux qui sont juste en dessous des très bons de la génération. Ça va être intéressant de les voir évoluer. Ouais, moi, ce sera le 105 Astronaute en jeu simple et en base de tous mes reports pour demain à Vincennes, le 105 Astronaute.
Alors, est-ce que tes reports vont passer par le 207 Gaspard de Brion, Thomas? Je pense que c'est un soleil dans ce lot-là. Ouais, effectivement, ils vont passer également par le 207 Gaspard de Brion, qui est invaincu en 4 sorties sans se faire, qui a encore beaucoup de marge. Et là, l'engagement est tout simplement parfait. Les engagements s'enchaînent à merveille. Et même si c'est Alexandre Abrivaro-Sulky et pas Mathieu, ça me pose aucun problème. Donc le 207 Gaspard de Brion qui devrait logiquement également s'imposer. La quatrième, c'est le prix Guillaume de Bellègue. Alors, on offre encore 40 500 € à Clex Deschamps, le 408, qui devrait, à mon avis, être à 1,20 € ou 1,10 €. Il va passer le million, hein. On est. Ah oui, oui, on est à quelques centaines d'euros du million. C'est pas prêt de s'arrêter dans ces lots-là. Il a vraiment beaucoup de marge. Et puis, c'est mérité, c'est un super cheval. Par contre, pour la deuxième place, il y a 22 500 €. Alors, ça va se jouer entre Daïda de Vandel, le 5 et le 7 Boss du Méloc, mais je trouve ça bien payé. Voilà, donc ça va être une arrivée logique. Et puis, mon quatrième, ce sera Dreambreaker pour compléter le Super 4, même si les 2007 sont un peu le bout du monde pour lui. Ouais, exactement pareil que Jérémy. Clex Deschamps, Boss du Méloc, je le vois quand même devant Daïda de Vandel. Et ensuite, Daïda de Vandel, forcément. Et pour la quatrième place, c'est plutôt par faute de combattant, parce que je vois pas grande chance à Cambo Magic, pas de grande chance à Boston Terry, Nico Ryder. Donc ça va se jouer pour la quatrième place entre Dreambreaker le 6 et Délicieux du CB le numéro 2. Ouais, la cinquième, c'est pas une course qui me plaît trop. Donc je vais te laisser la main, Thomas. La cinquième, ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, logiquement, hein, ça va être le grand favori de la course, mais 007 Gare qui m'impressionne de plus en plus. Et ensuite, je lui oppose le 10 Fiable et le 12 Fame Music. Fame Music, je pense qu'il faut la reprendre impérativement. C'est une super jument et elle va être bien sur ce parcours-là, déférée des 4 pieds. Enfin voilà. Donc 14, 10, 12 pour moi dans la cinquième course à Vincennes. La sixième, c'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. J'aime bien le 609 Génial au Fort. Je pense que 2100 Grande Piste, c'est quasi son meilleur parcours, étonnamment, parce que c'est plutôt un cheval de tenue, mais ça l'aide à s'élancer. Et puis le 9 va pas être un souci pour lui. Si vous tentez quelque chose, pourquoi pas 609 Génial au Fort. Ouais, dans la sixième, moi je reprends la ligne de Galant de Gala, le numéro 2, que je vois s'imposer, c'est la ligne du 17 avril, et je lui oppose forcément le numéro 5, Golfeur des Loyaux. Le numéro 5 sera beaucoup mieux que le numéro 1 qu'il avait le dernier coup, donc voilà, le jumelé 2 et 5, et pour un trio, reprenez Alpha Waisas. Le numéro 1, il faisait l'objet de bruits favorables lors de sa dernière sortie à Anguien. Il n'a pu faire mieux que septième, mais là, parcours de vitesse, Gabriel Gelormini, le numéro 1, je pense que ça va lui plaire. Donc voilà, 2, 5 et As pour moi dans cette sixième course. Ouais, il y a une chose intéressante à souligner, c'est qu'avec la déclaration des plaques, on voit par exemple avec Gabriel Angel Poupou qui aime bien jouer avec les ferrures, tout est transparent du coup. Hein. Gilbus de Navarre, 604 sera pas ferré, il sera plaqué des 4. Donc c'est drôle, on enchaîne sur la septième, une très belle épreuve, le prix du Gâtinais. Il y a Fairywood, le 703 qui va affronter les aînés. J'aime beaucoup le 10 Éclat de gloire. Et pour une cote, je vous conseillerais de garder le 8 Express Jet et le 9 Jerry Mome. Oui, je te rejoins sur Fairywood, le numéro 3, qui a quand même été jugé digne de participer aux Euters Prix d'Amérique. Donc, je pense qu'elle vient de s'imposer. Je pense qu'elle va doubler la mise, tout simplement. Et ensuite, le 9, Jerry Mom, le 10, Éclat de gloire. Et j'aime bien le numéro 7, Unique Juni, qui sera beaucoup mieux sur ce parcours de tenue que sur le parcours des 2150 mètres d'Anguien, où il a terminé 9e lors de sa dernière sortie. Donc voilà, c'est le numéro 7, Unique Juni. Donc ça sera 3, 9, 10 et 7 pour moi dans cette 7e épreuve. Alors la 8e, il y a deux petits phénomènes des chevaux qui volent en ce moment. Le 804 Emilius Deplay qui m'a beaucoup surpris la dernière fois en volant d'un bout à l'autre du parcours. Et moi, j'aime beaucoup le 807 édition Gemma qui vient de figurer à un niveau supérieur. J'ai du mal à faire mon choix. Peut-être plus édition Gemma sur ce parcours de vitesse. Donc le 807 édition Gemma. Ouais, cette course-là, je pense que c'est la course la plus difficile de la journée à Vincennes. Emilius Deplay qui a été impressionnant le dernier coup, effectivement, mais j'y préfère peut-être le numéro 6, enfin pas peut-être, j'y préfère le numéro 6,
Dolce Vita Fedo, je pense qu'il ne faut pas la condamner sur ses 2 dernières sorties où elle s'est montrée fautive. Là, on a appelé Eric Raffin en renfort et sa dernière sortie sur le parcours, elle se classait excellente deuxième de 0,07 gare. Donc voilà, Dolce Vita Fedo le numéro 6 pour moi, mais si vous ne voulez pas jouer cette course, vous ne forcez pas. La 9e et dernière. Et la 9e et dernière, j'ai un petit faible pour le 907 In Excess Bleu. Je trouve que globalement, c'est pas un grand lot. Donc 2007 Grande Piste, ça va lui plaire. Je tenterai bien. Ouais, In Excess Bleu, ça va être en plein son sport, je pense, le 2007 Grande Piste. Ses 2 dernières disqualifications, les 2 fois, c'était Léo Abrivard-Sulky. Ses 2 premiers succès en début de carrière, c'était Alexandre Abrivard. Là, Alexandre se remet à son sulky, donc je pense qu'In Excess Bleu, ça peut passer. Et j'aime beaucoup pour la 3e place, le numéro 8, Idéal de Fourcade, qui vient de beaucoup mieux courir que ne l'indique sa 4e place. C'était à Mort de Bretagne. Ce jour-là, Franck Ouvry a, permettez-moi l'expression, un petit peu dormi en queue de peloton avant de bien venir finir. Là, je pense qu'un petit peu plus motivé, il a le droit d'être dans les 3 premiers tous les jours. Donc 7 et 8 pour moi dans cette 9e et dernière épreuve à Vincennes. C'est tout pour les trotteurs samedi. On va passer à dimanche avec la 3e étape du Grand National du Trot. Il y a du monde, Jérémy. Du trophée vert, ouais. Trophée vert, oui, le trophée vert. Allez, le Grand National du Trot sur herbe. Voilà, le Tour de France des trotteurs sur herbe. Voilà, le trophée vert. Mais c'est bien de me le rattraper. Exactement. Mon favori sera pas le favori de tout le monde, puisque ce sera le 403 Franklin Park, qui sera déféré des 4 pieds. Je l'attendais vraiment sur l'herbe. Il part en tête, à mon avis, il va vite aller de l'avant vu qu'il s'élance correctement. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup également le 401 Expresso Good. On a vu que c'était pas forcément évident de rendre la distance dans ce genre d'épreuve. Donc, les 2 chevaux de devant, ça me plaît bien. Et j'aime beaucoup également le 407 Cache de l'Alba, qui m'a énormément plu à Tours. Il a refait un terrain considérable pour finir. Et voilà, je partirai de ces 3-là en pick 5. Ça va être des codes corrects en plus, donc ça me plaît bien. Thomas. Moi, ce sera le 7 Cache de l'Alba. Ça sera bien mon favori dans ceux-là. J'aime beaucoup également le 17 Dream de la Sri. L'herbe peut lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Et effectivement, le numéro 3, Franklin Park, qui vient de faire sa rentrée ferrée en vue de cet engagement visé par Anthony Mudebled. Donc voilà, 7, 17 et 3 pour cette étape du Trophée Vert. Est-ce que vous avez regardé Vichy et Châtelaillon? Ouais, Vichy, j'ai regardé. Châtelaillon, beaucoup moins. Ça me plaît pas trop. Alors, on y va. Et Vichy, juste les numéros. Voilà. Vous prenez un crayon, vous prenez un papier, un crayon, vous notez tout. Voilà. Le 307 Fiat Del Green et le 807 Gyun Cheto Jeep. Pour moi, à Vichy. Thomas. Et moi, du côté de Vichy, ça sera le 111 Glycine de Joux, le 205 Filmouche, je m'en méfie énormément, le 307 Fiat, le 307 Fiat Del Green, et dans la 6e course, la course pour amateurs, le 610 d'Orlando, avec pour une cote le 605 Farceuse de Moss. Vous avez rien regardé l'un et l'autre sur Châtelaillon, La Rochelle? Non. Oui, on va parler. Bon, alors très bien. Lundi, on est à Vichy, nous sommes d'accord. Oui, exactement, le quintet à Vichy, et j'aime beaucoup le 511 dans le quintet Evita Perron, qui est une super jument qui vient de très bien se comporter. Alors, à Vincennes. C'est à Vincennes, hein? Non, c'était à Vichy. Non, c'était déjà à Vichy. C'était à Vichy aussi, oui, d'accord. C'était déjà à Vichy, et du coup, je pense que c'est sa course cette fois-ci, avec le 12 Désir de Banne, et je pense que ce sera les 2 bonnes bases de cette épreuve. Et moi, je vous conseille, bon, Evita Perron en base absolue, forcément. Et je vous conseille de reprendre le numéro 15, Jimmy Dizia. Ne regardez pas sa musique. Le dernier coup à Oraison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que n'indique son classement. Vu l'engagement là, voilà, je pense que ça peut être un bon jeu dans cette épreuve. Donc, ça sera même ma favorite, le 15, Jimmy Dizia, et le 11, Evita Perron. On va parler de votre actualité, messieurs. Quoi de neuf sur The Turf, mon cher Thomas? Écoutez, sur The Turf, vous avez toujours les antépostes qui sont ouverts. On a ouvert notamment le Derby d'Epsom, le Jockey Club, voilà. Et vous avez bien évidemment la 5e étape du Grand National du Trot qui aura lieu au Croisé-la-Roche, qui est ouverte aussi. Et ensuite, c'est à la fin du mois, ça. Voilà, c'est à la fin du mois. Et ensuite, suivez comme toujours, vous allez sur le site et vous verrez toutes les promotions en cours, les emails doublés, les bonus de bienvenue.
Vous avez également, en vous connectant sur le site, toutes les vidéos des courses de province que l'on propose sur The Turf. Et bien évidemment, sur les réseaux sociaux, pas mal de cashback et de jeux concours. Les réseaux sociaux, c'est le petit dada de Jérémy Lévy. Quels sont les rendez-vous à la communauté de Gigi Turf cette semaine, Jérémy? Eh bien, écoutez, ce week-end, ça va être calme. Je vais juste mettre mes pronos en ligne. Par contre, mardi soir à 21h, en théorie, je ferai un live Facebook pour étudier la réunion du prix des Ducs de Normandie à Caen. Oui, c'est le grand rendez-vous de cette semaine, bien sûr. Ouais, il y aura des très belles courses. Le Saint-Léger des Trotteurs, le prix Henri Ballière. Donc les étriers qualif 4, 3 ans, étriers 4 en qualif 2. Le prix du Calvados, les Ducs de Normandie, voilà, il y aura des très belles épreuves. Donc venez faire le papier avec moi mardi soir sur Gigi Turf. Et puis il y aura certainement des Pay Safe Cards à gagner aussi. Donc, je vais peut-être venir alors. Voilà. Bah oui. Ça vous réussit. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi soir. Et puis sur ma page Facebook et sur mon Twitter, venez nombreux et continuez à liker tous mes posts et essayez de venir gagner de l'oseille avec moi. Merci messieurs. Écoutez, bonne semaine à tous. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on va retrouver le jockey Alexandre Roussel qui disputera l'une des épreuves de l'une des poules d'essai ce dimanche à Longchamp avec Cédric Philippe et Thibaut Ackermann. Ciao messieurs. Grand week-end de galop, tout d'abord à Longchamp avec la journée des poules. C'est dimanche, poule d'essai des poulains, poule d'essai des pouliches, un super Z5 et deux spécialistes pour vous en parler. Tout d'abord Cédric Philippe de Paris Turf. Et Cédric spécialiste Dominique. Ah oui, spécialiste. C'est l'honneur. Voilà. De ne pas mettre la barre très haut quand même. Bonsoir, chers amis. Voilà. Et Thibaut Ackermann. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Bon, Thibaut, on se réveille un petit peu, hein, d'accord, oui. Parce que je sais qu'il va faire nuit, mais on n'a pas encore pris l'apéro. Bien. Le soleil est magnifique en Bretagne, pour te dire. Ah ben voilà, c'est magnifique. J'ai pris un coup de soleil. Bon, ça doit être ça. Dites-moi, Cédric, comment avez-vous vécu cette folle semaine? Je vous renvoie d'ailleurs à l'interview que nous a accordée Thierry Villardi de Stade 2 en début d'émission. Comment vous avez vécu, vous, de votre côté, dans votre titre, cette folle semaine? Je vais parler à titre personnel. Mon sentiment à propos de cette affaire est celui d'un certain soulagement. Parce que, comme beaucoup, j'ai été informé très tôt de cette affaire, qui est alors qu'une rumeur, et qui au fil des jours et des semaines a pris de plus en plus forme. Plus le temps avançait, au plus chacun y ajoutait sa touche personnelle. Le problème de ces affaires, c'est que bien souvent, dans la nature humaine, les gens ont une propension à, au moins vous en savez, ou plus vous substituez aux faits pour laisser place à des supputations et autres fantasmes, selon que vous appréciez ou pas, là où les personnes concernées. Le temps est aussi un allié pour les enquêteurs, qui est un ennemi pour l'atmosphère du milieu impacté. Voilà pourquoi je me dis soulagé de voir cette affaire enfin présentée au grand jour. Les témoignages vont pouvoir être vérifiés et chacun va pouvoir raconter son histoire et les versions de chacun confrontées. Tout ceci va accoucher une vérité qui va enfin se substituer à tous ces racontards irrespirables que nous subissons depuis des semaines. Et tous les opportunistes et autres parasites qui ont pu plus ou moins interagi et gravité autour de cette affaire, mis face à leurs responsabilités. À titre de conclusion, je voudrais rappeler une citation d'Abbé Pierre qui disait que la responsabilité de chacun dépendait de deux actes: vouloir savoir et oser dire. Vouloir savoir et oser dire. Merci Cédric. Dites donc, Thibaut, moi j'ai été très surpris du fait, parce que vous êtes un parieur, vous vivez au milieu d'eux quand vous pouvez, très surpris de la réaction des uns et des autres. On a plus éventuellement condamné le lynchage public, et c'est la vérité dont Pierre-Charles Boudot était l'objet, que les faits très graves qui lui étaient reprochés. On a vu passer des commentaires très malfaisants. Moi, c'est dans un cercle de gens que je côtoie qui souhaitent que vérité soit faite. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Il faut que la justice agisse, que les témoins des diverses parties témoignent et que les décisions soient prises sur des faits et non pas sur des ragots. Mais je pense que la situation sera assainie à la fin de ce procès
et je pense qu'elle est nécessaire. Et je rappelle que le turf est un sport, c'est une activité de vie publique comme plein d'autres, comme d'autres sports, comme le cinéma qui rouvrira et autres. Et je pense que ce genre d'affaires, qui évidemment ne fait pas du bien au monde hippique, doit être étudié, doit être jugé comme partout ailleurs. Les faits, rien que les faits. Et j'espère que ça se réglera au mieux pour toutes les parties au plus vite et que justice soit faite. Pourquoi on parle du microcosme? Pourquoi on dit le microcosme est sali? C'est quand même, c'est pas par le truchement de son activité que ça s'est produit ou ça se serait produit, disons le conditionnel. Ce n'est pas par le truchement de son activité que les faits seraient produits. Donc bon, oui, il est quelqu'un, c'est quelqu'un de très connu dans le microcosme qui est touché par cette affaire-là. Cependant, ce n'est pas par le truchement de son activité que les choses se sont faites. Il faut savoir aussi mettre les choses dans le contexte. Ça n'est pas un fait de course, c'est une affaire de droit privé. C'est la personnalité la plus reconnue, qui a la plus grande notoriété depuis 2 ans dans les courses de plat et qui a une visibilité importante. Donc j'ai absolument pas dit que c'était un fait au moment des courses. Il y a des ajusteurs fraiseurs qui ont fait exactement la même chose et dont on n'a jamais entendu parler. Du moins leur corporation n'a pas été impactée. Non, voilà. Et l'usine ne s'est pas portée partie civile. Bon, allez messieurs, on va parler flambe. On a les poules d'essai, disais-je. On va peut-être appeler Alexandre Roussel, qui sera en selle sur un pensionnaire de M. Boinard. Donc, il va nous en dire plus. On va appeler tout de suite Alexandre Roussel. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour Alexandre Roussel. Bonjour. Alors, je vais dire votre âge, vous avez 46 ans. Je le dis avec d'autant plus de sympathie que vous êtes bien plus jeune que moi. J'aimerais bien avoir 46 ans et vous retrouver en selle d'une poule d'essai. Alors, quand on a préparé cette émission, je lui disais c'est la première fois. Il me dit non, c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième fois, oui. Ouais. C'était quand la première? La première, c'était en 2005 avec Elios Kerkus et on était 6e. D'accord. Est-ce qu'on peut faire mieux avec Braise Eagle pour le compte de Joël Boinard? J'espère faire mieux, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, ça reste assez compliqué. On a le 11 à l'extérieur. On va croiser les mêmes lignes, de toute manière. Il va y avoir 3 lignes françaises. C'est les deux du Djebel, le Fontainebleau et le Machado. Et puis après, c'est les étrangers. Les étrangers, a priori, ont l'air d'être un petit peu au-dessus de nous. Maintenant, ça reste à voir. Mais avec le 11 à l'extérieur, avec un cheval qui démarre pas très vite en partant, j'ai peur de subir la course. Vous avez déjà reçu les ordres de Joël ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Pas encore, mais en sachant que c'est pas un cheval qui part très vite, qui s'élance très vite, je suis pas sûr que. Il va falloir voir ça avec Joël, mais je pense qu'on va être un peu attentiste. T'as peur d'être pris de vitesse? Moi, j'ai peur d'être pris de vitesse et le petit plan que j'ai dans ma tête, c'est de partir en dedans et avec le punch stretch, si ça s'ouvre, ça s'ouvre. Mais on fera un peu moins d'efforts que faire l'extérieur, quoi. C'est le seul poulain invaincu au départ. Oui. Donc, c'est le seul. Poetic Fleur a quand même bu la tasse une fois pour Jim Bolger. Donc voilà. Bon, et vous serez également en selle dans le 7-5. Nous, on dit Z5 parce que. Non, mais Dominique, on peut quand même parler d'un. Je sais que vous allez revenir. La question, c'est l'état du terrain, parce qu'il pleut quand même beaucoup. Alexandre, est-ce que tu penses qu'il ne peut pas être dérangé par une piste pénible? Alors, vu l'action qu'il a, je ne pense pas qu'il soit l'adepte de terrain très souple. Maintenant, pour faire la fibrée, j'ai déjà vu quand même pas mal de fois où les chevaux faisaient bien le terrain très souple en faisant la fibrée auparavant. Donc, de toute manière, à partir à cheval, moi, j'ai pas le ressenti qu'il aille dans un terrain très souple.
Maintenant, ça reste à voir. De toute manière, à partir du moment qu'on n'a pas couru dessus, on ne peut pas réellement être affirmatif, quoi. Du moins, si ça avait été lourd, tu aurais été plus confiant avec Helios Carcus qu'avec Brazigal. Exactement. C'est ça. On annonce quel terrain, Cédric, à Longchamp dimanche? On annonce quel terrain, Dominique, pour l'instant, on est très loin, puisque on est à 48 heures de la course. Même quand on prend le pénétromètre le jour même, on a déjà du mal à l'avoir juste. C'est vrai. Alors, soyons mesurés. Aujourd'hui, à Saint-Cloud, il y a marqué 3,8. Je pense que c'est plus 4,5 que 3,8. Donc bon, voilà, faut rester mesuré, mais je vois pas comment ça peut être du terrain en dessous de Collant. Voilà. Je vois pas comment ça peut être en dessous de Collant. Ouais. Moi, j'y étais hier, ça commence à devenir souple, quoi. C'était bien souple hier. Ouais. Maintenant, en espérant qu'il y a la Seine qui coupe un peu la pluie. T'as raison. Ouais. Bon, et je peux parler du Z5? Oui, merci. On a 100 Valentina dans le quintet. Là, pour le coup, on n'a pas de problème de terrain si c'est lourd. Non, puis c'est parfait. J'ai l'as à la corde. C'est une jument qui va dans le terrain lourd, avec lequel j'avais gagné à Nantes et à Saint-Cloud. Donc là, sur sa course de rentrée qu'elle a faite à Saint-Cloud, elle avait énormément tiré, elle s'était pas oxygénée. C'est pour ça Mathieu l'avait un peu raccourci à Nantes et avait demandé à son jockey de la monter patiemment derrière. Elle a tracé une belle ligne droite. Voilà, maintenant, j'ai pas fait le papier de A à Z encore le quintet, mais avec la salle à corde, de toute manière, on va pas faire d'efforts et j'en attends une bonne performance. Ouais. D'accord. Vous serez, vous êtes un des jockeys les plus expérimentés de nos pelotons, et vous serez à 5 reprises en selle demain samedi sur l'hippodrome de Nantes pour 5 entraîneurs différents. Ultraviolet pour Joël Boinard, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, Ultraviolet, il vient d'arriver dans les box de Joël il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On a fait une semi-rentrée à Nantes qui était sans plus. Après, s'est dirigé vers un petit hippodrome sablé. On est second, battu. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça va être assez compliqué. Je pense que c'est un cheval qui va être dirigé après. Une fois qu'il va gagner son petit Méden, il va être dirigé vite fait dans les réclamés. L'aigle pour Stéphanie Nigueux, vous connaissez celui-là? Pas du tout. Je sais que d'après mon agent, l'aigle travaille pas trop mal le matin. Ouais. Et il fait sa rentrée. Donc, j'ai pas eu Stéphanie non plus. Je sais pas du tout où est-ce que je vais naviguer. Donc, à voir sur place, on saurait la cote. Vous montez. Est-ce que tu as des infos, Alexandre, est-ce que tu as des infos, par exemple, sur la Godolphin par le truchement de ton fils, par exemple? Il est pas très loin. Je peux lui demander. Ah, ça peut être très amusant parce que c'est quand même l'inconnu dans la maison, cette pouliche-là. Oui, mais je peux l'appeler. Léo. Ah. Et voilà, en direct. Viens voir. Situez-moi le consommateur. Situez-moi la Godolphin, Cédric. Une pouliche qui débute en France, qui a très bien gagné en Irlande l'an passé. Et qui court dans la course de l'aigle? Oui. Ouais, d'accord. Afterglut. Afterglut, c'est ça? Afterglow. Ouais. Bon, Léo, il est à côté de moi. Ouais, et alors, il dit quoi? Il dit quoi? Bonjour. Bonjour. Salut, Léo. Léo. On est très, 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 très impatient d'avoir ton avis sur Afterglow dans le 207 à Nantes. Tu le connais? Oui, c'est une bonne jument qui travaille bien le matin. Elle vient de gagner. Elle était à l'étranger, je pense. Elle vient de gagner, tu disais, Léo? Oui. Tu la connais ou pas? Bon, pas trop. Oui ou non? Bon, non, pas trop. Bon, ben voilà. Non, a priori, il la connaît pas. Bon, c'était un beau teasing. On vous a rendu du rêve. C'est un beau teasing. Bon, on verra
On verra sur place comme sur l'Aigle. Allez, vous montez pour Philippe Sogorb, Tournesol. Là, on a affaire a priori à un bon poulain, puisque des débuts victorieux à Toulouse. Et dernièrement, c'est plutôt mal passé sur l'hipporome de la Teste, ouais, 6e. Peut-être une histoire de terrain là aussi. Je n'ai pas vu la vidéo, mais en espérant qu'il y ait un peu de soleil, que le tournesol s'ouvre. Ouais, c'est ça. Mais non, au contraire, je pense que la pluie va t'aider. Parce qu'il avait très bien gagné en terrain très souple en débutant. Ouais, Ouais, à Toulouse. exactement. Ouais. Encore que les sites mettent bon souple. Hein. Il avait dû pleuvoir dans l'après-midi et on l'avait pas vu. Encore Oui, des voilà. données fausses. Voilà. Ouais. C'est terrible. Hein. C'est terrible, on va pas y arriver. Connaissant le président de Nantes, Nantes, c'est jamais trop léger, ça va aller alors. Oui, ça devrait aller. Oui. Dans le bois, tu vas pas être mal. Toujours à Non, Nantes, on vous retrouve en selle sur. Je le connais pas, je sais pas. On vous retrouve en selle sur Vipin pour Madame Hughes. Ça a pas l'air terrible. Ah non, j'ai regardé. Au papier. Alors c'est assez marrant parce que quand je monte pour eux, bah, je parle pas français. Enfin, ils parlent pas anglais, eux ils parlent pas français, donc je monte un peu au fil. D'accord. Oui. Au moins, comme ça, au moins, on ne reproche pas de ne pas avoir monté aux ordres après la course. C'est l'avantage. Voilà. Et vous avez monté Van Allen pour Guillaume Nico. Ouais. Van Allo. Ouais, Van Allo. Ouais. Van Allo. C'est la pénalisation. Très hard, après qu'il ait pris 3 kilos, il a du mal à faire surface. Il gagnait à Pornichet dans un petit handicap. Ouais, ça risque d'être compliqué ma réunion de demain. Oui, d'accord. On t'a connu plus enthousiaste. Hein. Non, à part peut-être l'Aigle, qui est quand même une bonne valeur et qui. Non, pas plus. 3/4. Il dépend quand même d'une écurie en forme. Oui, 4e, mais bon. Dans Z4. Il est prêt. Hein. A priori, il fait leader au bon. Donc ça se trouve, il fait leader à Normandie, Bridge. Ouais, ben voilà. Non, je pense que si elle va débuter là-bas, Stéphanie, pas pour rien. Pas débuter l'année là-bas avec lui, pas pour rien. Faire sa rentrée, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait, mon cher Alexandre, que vous avez toujours la flamme comme si vous aviez 20 ans? Vous aimez ça, hein? Parce qu'on aime ça, c'est une passion. Bah, c'est ça. On aime ça, c'est une passion. Et la compète, tant qu'on est compétitif et qu'on a des clients, c'est toujours assez sympa de continuer. L'année dernière, vous avez eu des petits problèmes, des petits pépins de santé. Je crois qu'il y a une fracture de l'orteil. Vous avez pensé que quand même vous pourriez arrêter? Ça vous a effleuré l'esprit ou pas du tout? Vous aviez toujours le feu sacré? Même pas, parce que autant qu'en 2017-2018, j'avais une interruption de carrière aussi par une hernie discale paralysante, là où je me posais vraiment des questions et j'étais limite à arrêter. Mais autant que non, l'année dernière, quand je me suis accidenté au Sable d'Olonne à cause de leur boîte qui était bien défectueuse, je tiens à le souligner. Mais non, parce que j'avais fait un super début d'année et j'ai une grosse clientèle qui est autour de moi dans l'Ouest. Et je suis parti à Clairefontaine avec les footeux pour me remettre en forme et je suis revenu de plus belle et ça a recartonné direct, quoi. Bah là, déjà, cette année, c'est pas mal. Déjà 20 succès, si j'ai bien compté. C'est ça, ouais, j'ai 20 succès. Ouais. Non, puis mon agent travaille super bien en même temps. Hein. Ça fait déjà 10 ans, 11 ans qu'on est ensemble. Il travaille très bien. Votre agent, c'est qui? Patrick Andorin. D'accord. Comme il a travaillé, d'ailleurs, il y avait une autre activité précédemment, il travaillait déjà bien à l'époque. N'est-ce pas, Alexandre? Oui, exactement, Cédric. Exactement. Voilà. Une dernière question, Cédric, à Alexandre. Alexandre qui est assez bon juge, est-ce que dans tes précédentes montes depuis environ une semaine, 10 jours, est-ce que tu as senti que tu avais monté des futurs gagnants? Est-ce qu'il y a des chevaux à suivre que tu as montés récemment? J'ai quelques chevaux, des chevaux d'handicap, des chevaux d'handicap, mais là, des vrais chevaux de Maiden pour aller à Paris, non, j'en ai pas là. Non, mais on s'en moque, nous, tu sais, même une course à pour 8 000 €, tant qu'on passe derrière le tiroir caisse, nous, tu sais, c'est l'essentiel pour nous. Tu sais, c'est l'alimentaire. Hein. Frimousse B, une AQPS qui court contre les pur sang, qui était à 4 et 5 ans, qui était partie des bonnes AQPS. J'ai refait beaucoup de chemin à Lyon
pour venir mourir à une tête. J'avais peut-être 12 longueurs à refaire. Elle fait une trace très très belle ligne droite. Et un cheval qui s'appelle Ted Fred, qui est entraîné par Bruno Deniel. C'est le même topo, de toute manière, c'est deux chevaux qui se montent de derrière. Donc du coup, on subit un peu la course, mais les deux chevaux ont très bien fini. C'est les futurs gagnants, même parisiennes. Ted Fred, c'était un petit peu le nom de scène de Dominique à une époque, mais pour d'autres raisons. C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Merci de J'avais le rappeler. juste une question. Oui, Thibaut. J'avais juste une question pour revenir sur Brésil, de savoir si il avait ressenti les mêmes sensations avec Helios Carpus, voilà, 15 ans de ça, et si au fond de lui-même, quand même, de par la classe qu'a montré le cheval à chacune de ses victoires, il espérait quand même un classement meilleur. Un podium. Voilà, disons un podium. On espère toujours un podium, mais là où s'applique un peu la chose, c'est que ça arrive assez tôt quand même dans la saison pour un cheval qui a débuté tard et qui est assez un peu immature. Et d'un autre côté, avec le 11 à l'extérieur, c'est pareil, ça complique un peu les choses. Donc j'espère que le cheval va compenser tout ça. Parce que malgré tout, il progresse de course en course. Ouais, il a fait une superbe fin de course la dernière fois, même s'il a penché un peu vers la lisse extérieure. Il a fait un truc, ouais. Et puis quand on regarde le trekking, il a vraiment bien accéléré du 400 au 200. Il a fait un truc. Ouais, il est en moins de 11 secondes, tout à fait. Ouais, il a vraiment fait un truc 400 au 200. Donc, moi, je sais pas, je vais voir ça avec Joël et je vais voir ça avec le propriétaire, mais avec le 11 à l'extérieur, sur un cheval qui démarre pas très vite en partant, qu'il faut le laisser s'équilibrer parce qu'il a une action assez raccourcie en partant. Il peut un peu avoir un peu les gamelles au cul si on le bouscule un peu en partant. Je pense qu'on va piquer un peu en dedans et en espérant que ça s'ouvre un peu et voilà quoi. Et dans le pire des cas, on y fera pas mal. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que toute l'équipe de Radio Balance vous soutiendra dimanche. Vous êtes au départ de la poule d'essai des poulains. Et nous serons là, mon cher Alexandre. Bon début de week-end et bonne course. Merci beaucoup. Merci Alex, bonne soirée. À bientôt. Au revoir, le meilleur, Alex. Merci. Bon, on va peut-être commencer par dimanche, finalement, messieurs, avec les poules d'essai. Comment on joue cette poule d'essai des poulains, Cédric et Thibaut? Je vais savoir, Thibaut, commencer, parce que j'étais en train de faire autre chose. Thibaut. Alors, oui, parce qu'il est en train de faire en train de préparer le dîner. Oui, en train de faire un petit collage. Voilà, c'est un petit collage, c'est pire que tout. Allez-y, Thibaut. Je trouve le lot de belle qualité. Il est vrai, comme le disait Alex, que les Anglais sont très bien armés avec les numéros 2 Poetic Flair qui viennent gagner à Newmarket les 1000 guinées, et le numéro 3 Saint-Marc's Basilica qui a gagné groupe 1 déjà à 2 ans l'année dernière chez les Anglais. J'aime beaucoup, donc en français, mes deux coups de cœur seront Normandie Bridge, qui pour moi a vraiment fait des perfs de classe à 2 ans et qui devrait trouver un terrain à sa convenance. Et Alex a résumé pour Brésil, il y a du pour, il y a du contre, mais on le poussera. Et on n'oubliera pas le numéro 6 Parchemin, le cheval d'André Fabre de service. Voilà. Cédric, avez-vous fini votre collage? Pas encore, mais bon, je vais me libérer pour vous. Alors Dominique, la poule d'essai des poulains, c'est vrai qu'avant l'heure, le 2 Poetic Flair et le 3 Saint-Marc's Basilica sont vraiment deux adversaires de choix. Un O'Brien qui rentre pour l'occasion, mais c'est pas trop dérangeant. Yoritz Manizamal va avoir la chance de monter pour cet entourage. Lui qui a été un joker de luxe l'an passé dans les plus grandes courses, notamment les classiques du printemps. Vraiment deux oppositions qui me paraissent vraiment très solides, deux visiteurs de grande qualité. D'autant qu'en plus, on n'est quand même pas sans savoir que au vu des complications que cela incombe à un déplacement, faut vraiment préparer ça de longue date et on ne fait vraiment pas ça à la légère. La preuve,
auparavant, Eden O'Brien en envoyait 3-4 par course. Oui, Il y avait maintenant du c'est piqué fini du ça. carreau. Voilà. Non, mais voilà, oui. Il nous envoyait des fonds de cuve. Hein. Faut Bien être sûr. quand même. Bon, voilà. Et là, dans les circonstances, on a quand même du lourd. Donc, ouais, je pense que Voilà. les visiteurs sont très bien armés avec les numéros 2 et 3. Très bien. Les pouliches, c'est plus fort ou moins fort que les mâles, à votre avis? Moi, j'ai l'impression que c'est plus ouvert que chez les mâles, même si Mother Earth, le numéro 5 qui vient de gagner les 1000 guinées, est une pouliche qui a beaucoup d'expérience déjà et qui est endurcie par la compétition. Et Philomène, le numéro 7 monté par Michael Barzalona, invaincu en 2 tentatives avec pas mal de classes à chacune de ses courses, semble être 2 très bons points d'appui. Derrière, je leur associerai le numéro 3, Lullaby Moon, qui m'a bien plu en France lors de sa victoire de groupe 3 pour sa dernière tentative l'année dernière, même si elle rentre. Mais derrière, on pourrait citer pas mal d'autres concurrents, même si les 2 favoris seront certainement les 5 Mother Earth et 7 Philomène. Donc, je vais citer deux oppositions amusantes, le numéro 6 et 8, Sweet Lady, le 6, le 8 Rougir, qui, dans la course préparatoire française, ont été l'une et l'autre fort malchanceuses et ont laissé des regrets. Donc, le 6, Sweet Lady et le 8 Rougir ne devraient pas être dérangés par le terrain et ont beaucoup mieux couru que l'indique le résultat dernièrement. Très bien. Le grand handicap du Bois de Boulogne, alors c'est le Z5 du jour, on a 16 partants au départ, c'est le handicap, une classe 1, un beau lot, hein, un handicap plus 15, avec des chevaux qui sont répartis sur 8 kilos sur l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qu'on joue, Cédric? Je crois qu'Alexandre Roussel a déjà bien résumé la chose. Il se voit une bonne chance avec le 9 Oui. San Valentina et Oui. je le rejoins de bon cœur. Moi, j'aime beaucoup le 16 Courking, qui est un vrai cheval dur, Oui. un vrai cheval de terrain souple, qui aborde cette course-là avec beaucoup de Et qui a morale. gagné qui vient de gagner dans le bon terrain. Oui. Donc c'est qu'il a de la forme à revendre. Voilà, et c'est vraiment un super cheval avec lequel Jean-Marie Béguigné fait vraiment du travail d'orfèvre. Et je le pense capable de franchir cette nouvelle marche. Voilà, 16 et 9, ça me va. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord pour le 16 Courking qui est au poids plancher et qui a été capable de gagner en bon terrain, alors que c'est plutôt un cheval de terrain très souple, donc il va apprécier le terrain. J'aime un peu le numéro 3, Narcos, qui vient de gagner assez facilement pour les places, ainsi que le numéro 4, Savoir Aimer, qui va apprécier l'alourdissement du terrain, tout comme le numéro 1, Villaro, qui va retrouver un terrain à sa convenance. La première, c'est le prix de Saint-Georges. C'est un groupe 3 sur la ligne droite de Longchamp, peu usité, mais Dieu sait si ce spectacle est intéressant. On a au départ des chevaux de 3 ans et plus. Comme d'habitude, sur la distance, la bouteille à l'encre un peu, Cédric? Non, pas vraiment. C'est une course qui m'amuse. Parce que Oui, je pense on va venir en dehors avec le numéro 6, Tertius, le 7, Erdevals, qui est en plein dans son sport, et le 13, Acapulco Gold, qui est une vraie pouliche de 1000 mètres, une pouliche qui a dû être préparée pour cet engagement, parce qu'elle n'a quand même pas pléthore d'engagement sur le sol français, sur les distances aussi réduites, et c'est une pouliche qui a vraiment beaucoup de vitesse et qui peut faire tilt l'entrée de jeu. Donc c'est une première course où on peut spéculer que 6, 7, 13, et si c'est l'arrivée, je pense qu'on aura déjà fait un bon bout dans la réunion. Thibaut, vous ajoutez quoi? Vous retranchez quoi? Je suis tout à fait d'accord avec Cédric pour ces 3-là. Je rajouterai éventuellement le 3 Berneuil, qui m'a laissé une belle impression, mais qui monte de catégorie. Mais les 3 cités par Cédric sont mes 3 préférés aussi. On aura un Z14 dans la deuxième, le prix Maurice Zilbert, Fonds européen de l'élevage, Cédric? Je serais curieux de revoir le numéro 3, Speak of the Devil, qui est la pouliche entre guillemets de classe de la course, parce qu'elle a quand même fait un printemps de choix. Maintenant, elle avait fini la saison un petit peu moins tranchante pour voir comment elle est passée de 3 à 4 ans, mais je suis curieux de la revoir. Thibaut? Moi, j'ai envie de voir en listed le numéro 4, Sagamira, qui a vraiment gagné aussi en bon terrain, alors que je pense qu'elle sera mieux dans un terrain plus souple. Son quintet plus, et je la verrai bien lutter avec le 3 Speak of the Devil et les 2 Fabre, le 1 Queen of Love qui a déçu un peu pour sa rentrée, mais qui a mieux couru par la suite. Et je rachèterai une dernière fois le 5 Trobo, qui pour moi était la valeur de classe aussi avec le 3 Speak of the Devil. Trobo, qui, comme son nom l'indique, est une fille. Hein. Troisième. C'est une listade également, c'est le prix de la Seine. Et là, on aura peut-être Griezmann dans le rond avec Natsukashi, Cédric. Pourquoi pas? Oui. Ça va faire venir des gens sur l'hippodrome.
Bien sûr, bien Voilà. sûr. Un peu avant l'heure, puisqu'on attend le public à partir du 19. Hein. Je sais Bon, bien. très sérieusement, non, c'est pas un média, c'est une liste d'adresses assez ouverte, me semble-t-il. C'est un pléonasme, mais le 304 Natsukashi vraiment monte un palier, mais c'est une pouliche qui a fait laisser la meilleure des impressions pour ses débuts. Et je pense que le numéro 10, Urbania, est capable d'accuser de nouveaux progrès. C'est une pouliche qui est très bien née, qui est l'objet de bruit favorable. Donc le 310 Urbania est capable de franchir un palier. Et pour les jeux combinés, je mets le numéro 2 Atalante, qui a dernièrement effectué une semi-rentrée. C'est une pouliche qui me semble capable de faire mieux que ce qu'on a vu pour le moment. Elle avait très bien gagné en débutant. Le deuxième coup, elle avait été fort malchanceuse. Et dernièrement, c'était une semi-rentrée. C'est un outsider amusant, numéro 2 Atalante. Thibaut. Je trouve que c'est une listette qui a du chien. Il y a pas mal de chevaux qui ont montré de beaux moyens lors de leur première course notamment. Alors c'est difficile pour une deuxième directement, mais j'associerai aux 3 Burgarita, le 4 Natsukashi, qui ont vraiment très bien gagné pour leur début. J'aime aussi beaucoup la course de rentrée du 7 Adafera. Et pour associer dans les combis, j'aime beaucoup le 6 Darici, qui à mon avis ne fait que de progresser de course en course. Et l'assouplissement du terrain ne va pas la déranger comme nombre de partants de Michael Desangles. On ne vous l'a pas dit, mais il y a un groupe 1 dans cette réunion, la 7e. C'est la Coupe d'Europe des chevaux arabes. 2000 mètres à parcourir par 7 concurrents. Vous avez regardé, Cédric? Oui, évidemment, mais je me propose un peu tout regarder. Ouais. C'est maladif. Mais oui, un groupe 1 a vocation pour le chevaux arabe. Oui, c'est une course où avant l'heure, il semble avoir un bon point d'appui. C'est le numéro 5, Atal, à la condition sine qua non qu'il se sorte de la piste qui s'avance pénible en fin de réunion. Et oui. S'il s'adapte à ça, je pense qu'il va gagner, 705 Atal. Derrière, il y a sûrement les pensionnaires de Thomas Fourcy pour des places, les numéros 1 et 2, mais le 5 paraît un peu au-dessus. Très bien, Thibaut. Je passe celle-là. Très bien. La 8e, c'est un handicap de catégorie pour des pouliches de 3 ans. 16 au départ, référence plus 27. Faut s'attendre à des surprises. Cédric. Oui, il faut s'attendre à des surprises. Il faut déjà essayer de s'appliquer pour essayer de toucher. C'est une course qui est fort compliquée. C'est pas un grand lot. De vous à moi, j'ai pas beaucoup de certitude. D'accord. Thibaut. Moi non plus, je passe. Très bien. La 9e, alors c'est aussi compliqué. Plus 31 sur 1400 mètres. Nous sommes sur la nouvelle piste. Pareil, hein. Compliqué. Je préfère. Oui. C'est des chevaux d'âge, on les connaît un peu plus. Ouais. J'aime bien le 4, Pedro The First, qui a fait un truc l'avant-dernière fois, qui dernièrement, sur 1100 mètres, a trouvé la distance un peu courte pour ses aptitudes, il sera en plein dans son sport. Et le 2, Peterhoff, adore ce parcours-là. Il adore les pistes souples, donc 4 et 2. Thibaut. Oui, j'associerai pour une cote le 18 Empirique qui vient de regagner, qui a la décharge, malgré le numéro de corne, et le numéro 1 Red Keaton, à qui on peut reprocher de choses à part sa dernière contre-performance. Et la 10e et dernière, le prix de Reuilly, c'est la deuxième épreuve de ce handicap de catégorie divisée. On va finir par trouver du pétrole à force de creuser. Cédric. J'aime bien le 8, la Mirada, et le 16, Killing Joke. Thibaut. Oui, je suis d'accord avec le 16 Killing Joke. J'ajouterai le numéro 9 Trémont qui vient de bien gagner et le numéro 7 Plenty City. Très bien. Est-ce que vous avez regardé Nancy l'un et l'autre? Bien sûr. Dimanche. Alors on y va juste les chevaux, première, deuxième, troisième. On ira faire un tour après. La réunion, Cédric, et si j'ai quelque chose à rajouter, très bien. je rajoute après. À vous, Cédric. Alors, je commence par la première, où je pense pour toucher la première, pour essayer de me donner un peu de morale pour la suite de la journée. Le 108, Sillard. J'ai bien aimé ces 2 dernières courses, en espérant qu'il y ait une petite cote. Mais au vu de sa musique, 0, 0, 8e, 8e, 9e, on doit pouvoir toucher un petit 10 contre 1 pour commencer la journée. J'enchaîne sur le 202, Plein Beau, qui est un cheval que j'adore, un cheval qui court bien frais, un cheval de classe, pour essayer de battre l'As Tabula Rasa, qui sera logiquement favori. La 3e est une course bien plus modeste. Je vous invite à suivre l'As Nice Paula, qui certes effectue sa rentrée, mais qui, en la valeur qu'elle est la sienne, doit gagner handicap assez rapidement. La 4e course, j'aime bien l'As Momour, même si ça se passe rarement bien, dans la valeur qu'est la sienne. C'est un choix qui doit pouvoir enlever une course comme ça. Et j'aime beaucoup le 9 Dauphine de France, qui dernièrement a bien couru et qui, en cette valeur-là, sur ce parcours-là, s'annonce redoutable. La 5e, j'aime un peu le 3 Art of Fusion et le 5 Matina Forza, mais sans beaucoup d'emballement.
Et j'ai même aussi le 8 Shower of Blessing qui m'avait un peu échaudé la dernière fois quand il avait fini 4e à Lyon. Mais bon, comme je vous avais dit, j'aurais préféré qu'il soit en deuxième épreuve ce jour-là. Depuis, il a recouru. Je trouve qu'il court un peu beaucoup à mon goût, ce qui tempère mon enthousiasme. La 6e course est une course d'obstacles à Nancy. J'aime beaucoup le 9 French Bird. Elle effectue une grosse rentrée, mais elle n'a pas besoin d'être à 100% pour gagner une course comme celle-ci. La 7e course, je n'aime pas grand-chose, à part peut-être le 11 Radiac pour une grosse cote. Et la 8e, le 2 Hip Hop Conti, s'il reste debout, va gagner. Rien à ajouter, Thibaut? Je suis d'accord avec les 2 premières courses. Dans la 3e, j'espère voir enfin gagner le numéro 2 Aérien, qui est un métronome mais qui n'arrive pas à gagner sa course. La dernière fois, c'était pas loin. On avait parlé plusieurs fois de l'Equiboud, le numéro 10. La dernière fois, c'était trop méchant, on va dire, devant. Donc, si ça court un peu moins méchant, on peut espérer une réhabilitation. Dans la 4e, j'aimais bien, évidemment, le numéro 1 Momour qui a tout montré la dernière fois. Maintenant, c'est un casse-tête. Et, et le numéro 11, pardon, Elioska, qui a très très bien fini. Je conseille aux auditeurs de revisionner sa dernière course. Et dans la 6e, pour un truc marrant, pour une pièce, je mettrais bien le 5 Red Rocky, qui est un ancien cheval à Jean-Paul Gallorini et qui vient de gagner en steeple en province. Je pense qu'il peut très bien faire sur ce steeple. Très bien. Samedi, du pain sur la planche. Oui, Cédric? Non. Samedi, je disais, il y a du pain sur la planche. On va à Auteuil avec les samedis d'Auteuil, désormais en semi-nocte. Rapidement, on va passer au clip cette réunion. Je vous laisse la main, Cédric. Cédric, oui. Oui, Dominique. Alors, la première, je vais faire quelque chose d'assez étonnant. Je vais vous conseiller 3 chevaux qui restent sur une chute dans la même course. Le numéro 3, Gangador, le 5, Good Work et le 11, Gisérien. Comment on fait? On commence orchestre. Je balance, je réponds mon poison. Et puis, Oui, on va faire ça. On va faire exactement. Comme pour Nancy. Dans la 2e, j'aime 3 pouliches. Le 2, la Chevrière, l'As, Itour Sebrin et le 4, Cutting Straight. La 3e course, j'aime les 3 duos. 1, le 3, 4, Baptistique, Hermès de Chandoux, 300 bruit, le 4, Imprenable. J'aime bien le 403, Golden Val, s'il a bien encaissé sa course de rentrée. Hop là. C'est l'ami François Nicole, il vous embrasse. La 5e course, j'aime bien le 4 Gaborio et le 6 Irjas, qui peut faire un gros plus dans ce terrain-là. C'est la revanche du président, cette course-là, le Saint-Sauveur. Donc voilà, je prends 2 chevaux qui ont couru cette course-là, mais qui n'ont pas été au bout du parcours. Pas du moins pour Gaborio. Il n'a pas une course trop dure. Et Irjas, je trouve qu'elle a bien couru, alors qu'elle n'est pas son terrain ce jour-là. Le 6e, le Premier Mirror, est une très jolie course. J'aime 5 chevaux, 1, 2, 3, 6, 7. Bref, il y a 7 partants, comme quoi la course est très ouverte. 702, Brion du Fouquet doit pouvoir gagner s'il reste debout. Pour accompagner son jockey. Et la dernière course est une course assez nébuleuse. Voilà. Thibaut. Alors, dans la première, j'opposerai au tombé de Cédric, le numéro 7, Grand-Oncle, qui pour moi a très bien débuté à Auteuil face à Gargascar. Il était loin, mais il a terminé de plaisante manière et je lui associerai le numéro 4, Grâce de Dieu, et les 3 que Cédric a cités. Dans la 2e, qui est un beau lot de femelles, je trouve, j'associerai le 2, La Chenevière, au 1, Hitchens Brun, et au 3, Desire Forever, qui a très bien couru en retrait lors de ses 2 premières courses à Fontainebleau et Compiègne. Je passe la 3e. Dans la 4e, je suis d'accord avec le 3 Golden Val. Dans la 5e, j'aime beaucoup pour associer aux 2 que Cédric a cités et que je vois finir très près de la victoire, le 10, et Libéré, qui lui aussi reste sur une chute et qui a été très malheureux au Ride Itchen Fence dans la course référence. Dans la 6e, on avait parlé quand M. Nicole était présent du 3 Cottiwell, que je vois à nouveau gagner dans cette course. Je lui associerai le numéro 6 Lord Chart, 7 Akela du Seuil et 4 Iragam, et c'est tout pour moi à Auteuil. On a du galop à Toulouse, hein, si j'ai bien tout compris. Cédric? Alors, la première, c'est un lot assez modeste, une course à réclamer pour 2 ans. J'aime bien le 6 Gaufries, j'aime bien le 6 Gaufries, non, j'aime rien du tout, mais le 6 Gaufries et l'As Brest Power paraissent les moins pires. La deuxième course, ça peut être un piège. Deuxième course, le numéro 5 est invaincu, une pouliche qui a assurément du potentiel, mais qui pour moi ne va pas être avantagée par les pluies
Si la piste est pénible, on peut essayer de jouer contre, en jouant l'As Otrano et le 4 Flying Easy. La troisième course, j'aime bien 2, 3, 4, 5, The Climb, Magic Mercury, Diakir et Farzané, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, vous remarquerez que Alexandre Gavilan prend son joker au mois de mai pour 2 seules montes ce jour. Donc, il doit quand même avoir quelque chose de bien dans cette réunion-là. Le 304 Diakir, il monte le 304 Diakir et il monte le 612 Swiss Bank. Donc après, dans la quatrième course, une course d'arabe, de juments arabes d'un niveau assez moyen. Les 2 favorites seront les numéros 7 et 8, Spelea et Erat Faust. Et on y oppose le 6, Avan de Lardus, et le 13, Nodrug Almori. 2 fourcis très corrects. J'ai eu Thomas ce matin au téléphone. Il m'a dit que c'était tout à fait capable de bien faire ici. La cinquième course, une course là encore, l'aptitude de terrain sera importante. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment sera le terrain à ce moment précis. Si c'est pénible, on peut s'amuser à spéculer, puisque, par exemple, le 2, Spaman, qui sera logiquement très en vue avant le coup, n'est pas un adepte des pistes pénibles. Donc, on pourra peut-être s'amuser dans cette course-là en jouant, si la piste est lourde, un cheval comme le numéro 12, Séraphin, ou le 13, Lamis. Voilà, ce sera tout pour moi pour Toulouse. Thibaut, vous avez regardé ? Très vite fait, le 201 Otrano l'année dernière a été invaincu, j'aime bien. Dans la 6e, j'aime bien Swiss Bank, le numéro 12. Je lui associerai le 7 Bellesbal et le 9 le Béquet. Et je reviens dans la 5e, où j'ai bien aimé la dernière course de Victory 4. Alors le terrain, le numéro 3, à voir, mais voilà, pour associer au 12 Séraphin et 13 Lanis. Nantes, pour en finir avec ce week-end de galop. Cédric. La première, on peut peut-être s'amuser à glisser le 104 Sunnyway, dont les 2 premières courses l'an passé étaient encourageantes. On rentre, on met l'épaule mouton d'entrée de jeu. Ça peut être un pari amusant, le 104, pour battre les favoris qui seront là. C'est le 7, je pense, Paris Affair. Le 7, Cérulean. La deuxième, je pense que c'est un match à 2 entre l'ancienne Abella et l'As Picnic Royal. Surtout, c'est la piste est pénible. Royal va faire un gros plus. Vous aurez compris qu'on ne sait pas grand-chose sur le 7 Afterglow. La troisième course est une course plus ouverte qu'il n'y paraît. À chacun des siens. Par exemple, le 6, Equinox, au papier, n'a pas une première chance, mais son dernier succès est quand même très plaisant même. Très plaisant. Et le terrain va l'aider. Le 401 Superbelle me paraît une évidence au papier. La 5e, je vais faire un pari sur le 508 Red Carcus, vous voilà averti. Et je ferai un couplet avec l'As T-Rose. La 6e course, Totem, le numéro 2, fait très bien là-bas. C'est un pari amusant. Comme le 13, Great Tonio. La 7e course, une course de 3 ans, femelle en obstacle, je ne les connais pas très bien. Et le 802 Savoyard me paraît comme un candidat très sérieux au succès. Vous demandez, Thibaut. Dans la première, je rajouterai pour les multis et les combinaisons le numéro 3 Twin Boy, à qui on ne peut rien reprocher, sauf qu'il court rapproché. Dans la 4e, tout à fait d'accord avec le 1 Super Belle, à qui j'associerai le numéro 4 Silbaco Song, la forme Gabbin. Dans la 5e, j'aime bien le numéro 1 T-Rose, le 2 Presilia, et le numéro 9 Flight de Juillet, qui est aussi un métronome. Et l'alourdissement du terrain va lui faire, il avait gagné au Croisé-la-Roche en avion l'année dernière dans un terrain défoncé. Dans la 6e, le 2 Totem est un cheval que je suis depuis très longtemps, donc je réitérerai dans ce terrain-là. J'associerai le 11 Waterfoot et le 6 Srifan Low Green. Et je m'arrêterai là. Eh ben super. Écoutez, merci Thibaut Ackermann, merci Cédric Philippe, on remercie nos amis trotteurs, Jérémy Lévy, Gigi Turf et Thomas Arnaud de The Turf. Et on remercie nos invités, tout d'abord le jockey Alexandre Roussel, qu'on encouragera dans la poule d'essai des poulains, et Thierry Vildary, dont on regardera avec intérêt le reportage dimanche dans Stade 2. Vous étiez sur Radio Balance. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À vendredi prochain. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.